Bienvenue à tous, bonjour, bienvenue à cette table ronde en duplex de Shanghai et Pékin où sont réunis notre panel conseil constitué des élus de la Chambre créé au début de la crise en Chine il y a plus de 2 mois. Permettez-moi de vous les présenter. Tout d'abord à Pékin, Yu Hedong, le CEO de Score, Fabrice Fourcade, le chairman d'EDF Chine, Antoine Zhang, senior VP d'Orano et VP de la Chambre, Thierry Labarre, founding senior partner de Mazars. Et à Shanghai, François Tardif, président de Chine de Forestia, Olivier Dubreuc, général manager de Safran, VP de Comac et VP de la Chambre, Emmanuel Gros, cofondateur de la banque d'affaires Benoît et Associés et vice-président de la Chambre, Alexandra Bru, senior manager de PwC, et Nicolas Milonas, président d'Acropolis. Et pour finir, Christophe Loras, senior vice-président d'Accor et le président de la CCI France-Chine, à qui je laisse la parole pour dire quelques mots sur notre Assemblée générale et revenir sur le rôle de la Chambre depuis le début de la crise. Merci beaucoup Caroline. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir tous pour cette Assemblée générale très particulière de la Chambre de commerce. Je parle sous le contrôle de notre présidente d'honneur, Madame de Bensman, mais il me semble que c'est la première fois depuis que la Chambre a été créée que nous ne pouvons pas nous réunir physiquement pour une Assemblée générale. Heureusement, les moyens modernes nous permettent de respecter nos statuts, de nous rassembler tous ensemble pour parler de la Chambre et vous présenter le rapport d'activité de 2019. Alors, vous l'avez compris, cette année, nous avons décidé de passer très rapidement sur la présentation des activités de l'année précédente et nous avons choisi de consacrer la majeure partie de cette Assemblée générale à discuter du rôle de la Chambre dans la crise actuelle et à mettre à contribution, vous le voyez, les membres élus du bureau, les membres pour lesquels vous avez voté l'année dernière, que vous avez élus, et qui constituent le panel conseil aux entreprises que nous avons créé depuis le début de cette crise pour vous donner un retour d'expérience sur leur secteur, pour partager leur vision du présent et, si possible, du futur, et puis pour répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, très rapidement, laissez-moi revenir brièvement sur l'année 2019, qui a été de fait une année très dynamique pour la Chambre de commerce et d'industrie France-Chine. Alors, je ne vais pas détailler ici tous les événements que nous avons faits, toutes les formations, tous les visas que nous avons facilités, les nombreux recrutements également que nous avons facilités, les domiciliations, les services d'appui entreprise que nos équipes ont effectués. Pour tout cela, je vous renvoie au rapport d'activité qui vous a été envoyé et qui détaille tous ces événements. Je voudrais simplement revenir sur 3 points essentiels qui, je le crois, ont défini notre action en 2019. Premièrement, nous avons continué l'accélération de notre offre technologique. Tout d'abord en relançant notre nouveau site Internet avec la mise en place d'une hotline permanente d'appui aux entreprises. Nous avons également développé notre plateforme vidéoconférence pour nos groupes de travail et nos formations, une plateforme qui d'ailleurs est au service des membres également. Et puis, nous avons modernisé nos outils informatiques, nos bases de données et notre CRM, et tout cela dans le but, bien évidemment, de mieux servir nos membres. Je voulais aussi rappeler que la Chambre a joué un rôle majeur pendant la visite du président Macron en novembre dernier. La Chambre était sur le stand France de la Foire des importations grâce à nos amis de Business France. Nous étions présents à toutes les réunions ministérielles, présidentielles pendant cette visite. Et puis surtout, nous avons organisé plusieurs séminaires avec des délégations d'entrepreneurs qui accompagnaient le président de la République. Et puis enfin, en 2019, nous avons également révolutionné notre mode de gouvernance en installant le COMEX-X, qui est un véritable comité de direction parallèle, paritaire, uniquement composé de jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans et dont le rôle est de réfléchir sur l'évolution des services de la CCI France-Chine dans un monde qui, comme vous le savez, change en permanence. Ce COMEX-X est au travail. Ils sont d'ailleurs avec nous aujourd'hui et je les salue. Voilà, nos équipes à la Chambre ont fait beaucoup d'autres choses en lançant le Booster, qui est notre service incubateur d'entreprise, en créant les conférences exclusives en aparté, en développant le système de commerciaux à temps partagé. Mais je vous laisse découvrir tout cela dans le rapport d'activité que nos équipes ont préparé. Et pour conclure cette partie assemblée générale, j'ajoute qu'à la fin de ce rapport d'activité, vous trouverez donc nos comptes audités. Ces comptes témoignent du dynamisme, de l'excellente santé de la CCI à la fin de l'exercice précédent. Et nous vous avons demandé donc de les valider par retour d'email.
Beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, je les en remercie. Je voulais simplement rappeler que vous avez jusqu'à demain soir pour le faire. Voilà. Voilà en ce qui concerne la partie Assemblée générale, qui, comme vous le voyez, est assez brève. Et je voudrais maintenant vous parler du rôle de la Chambre pendant cette crise du Covid-19. La Chambre, vous le savez, est très rapidement passée en mode de soutien aux entreprises dans la gestion de crise. Nous avons mobilisé nos ressources, redirigé toutes nos ressources et nos actions depuis 2 mois ont été nombreuses et très actives. Nous avons été relais d'informations de dons médicaux, nous avons été relais d'informations sur tous les nombreux décrets et directives édictées par la Chine. Nous avons fait des webinaires d'information avec Monsieur l'ambassadeur, des webinaires sur la gestion ressources humaines, sur l'appui juridique. Nous avons fait avec toutes les institutions françaises une étude d'impact du Covid-19. Nous en avons d'ailleurs fait 2. Caroline, je crois que la deuxième arrive bientôt. Et beaucoup d'autres choses. Et parmi toutes ces choses, dès le début de la crise, dès le 26 janvier, nous avons mis en place un panel conseil composé de 8 membres du bureau et de 2 membres volontaires qui tous, à l'époque, avaient la particularité d'avoir vécu le SRAS en Chine en 2003. Et donc ce panel, très tôt, de manière bénévole, a donné des conseils gratuits aux entreprises françaises pour les aider à naviguer dans la gestion de la crise, cette crise qui démarrait brutalement, et permettre à ces entreprises de mettre en place les meilleures stratégies de résistance. Pendant ces 2 mois, le panel a aidé un grand nombre d'entreprises, grandes et petites. Et aujourd'hui, 2 mois plus tard, alors que la crise s'est étendue et que les besoins de conseil se sont également étendus à nos compatriotes en France, qui traversent la même crise que nous, le rôle de ce panel a été redéfini. Tout d'abord en complétant la stratégie de conseil sur la sortie de crise, et puis surtout en étendant le panel en fait à l'ensemble des 30 élus du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie franchine qui donc donnent de leur temps pour conseiller les entrepreneurs. Je salue ces élus, je salue les membres bénévoles qui dès janvier se sont mis au service de la communauté. Vous l'avez vu, beaucoup sont parmi nous aujourd'hui et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons vous donner du retour d'expérience. Nous allons également répondre à vos questions et puis nous allons partager nos perspectives et nos conseils. Voilà. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer. Puisque j'ai le micro, je vais en profiter pour vous parler de mon secteur. Je représente le groupe Accor, donc l'hôtellerie et la restauration ici en Chine. Nous avons 386 hôtels, 76 000 chambres. Inutile de vous dire que nous avons été un des premiers secteurs touchés par la crise. Dès le début, nos hôtels, nos restaurants ont été de fait, alors pas fermés, parce que nous ne les avons pas fermés, mais de fait, ils étaient vides, puisque nous ne pouvions plus recevoir de clients et le pays était confiné. Chaque hôtel, en fait, est une PME. Donc, on a très vite, nous, vécu une crise de PME fois 386. Et comme vous le savez, une PME, ça a de la trésorerie à 3 ou 4 mois. Donc, il a fallu gérer ces problèmes de trésorerie dans tous les hôtels. On a d'abord, bien sûr, réduit la voilure sur tous les coûts possibles et inimaginables. Et puis, finalement, on a commencé à établir du chômage partiel dans nos hôtels. Nous sommes assez fiers, par contre, d'annoncer qu'à ce jour, nous n'avons pas détruit d'emplois. Donc, le chômage partiel est partiel et donc, par définition, ces employés vont revenir. Et qu'est-ce que l'on observe aujourd'hui? On observe une très, très timide reprise. Alors, une reprise, je dirais d'abord 2 choses. Il y a les restaurants et les chambres. Donc, les restaurants, effectivement, dans les grandes villes, commencent à revoir des clients. Les clients reviennent. Et donc, c'est une activité qui repart doucement. Ceci dit, comme vous le savez, la restauration, le restaurant, c'est pas, je dirais, le point de vente où l'hôtellerie fait le plus de bénéfices. Les chambres, c'est une autre histoire. Alors, évidemment, la vie reprend ici en Chine, mais ça ne veut pas dire que la clientèle est prête à consommer. Déjà, le voyage d'affaires n'existe plus. Donc, notre clientèle d'affaires ne prend toujours pas l'avion, ne se déplace pas et donc ne va pas dans les hôtels. Et la clientèle de loisirs n'a pas encore commencé à consommer du loisir. Et en fait, nos hôtels qui tournaient à entre 0 et 2% pendant la crise commencent à remonter tout doucement entre 10 à 15% en ce moment. Ce qui est bien sûr toujours très bas. Mais ce que la chose à laquelle nous attendons, c'est en fait le premier test. Et ce premier test, ça va être les vacances de Qingming qui arrivent ce week-end, et ensuite les vacances de mai qui vont arriver un petit peu après, puisque c'est là qu'on va voir de quelle manière
la clientèle domestique reconsomme des vacances. On s'attend à ce que le client chinois ne voyage pas beaucoup, mais plutôt cherche à voyager dans un rayon périphérique. Donc, par exemple, quand vous êtes à Shanghai, tous les hôtels qui sont dans un rayon de 2 à 3 heures de voiture de Shanghai, il est possible que ces hôtels-là se remplissent ce week-end. D'ailleurs, on commence à avoir pas mal de réservations au portefeuille dans certains de ces hôtels. Donc, ça va être vraiment le test pour voir si cette clientèle-là, cette clientèle de loisirs, de week-end, revient. Mais très honnêtement, ça va être très timide, ça va être très limité. Et en ce qui concerne le reste de nos types de clientèle, c'est-à-dire la clientèle d'affaires, ça va prendre, je pense, beaucoup plus de temps. Et inutile de vous le dire, la clientèle internationale ne va pas revenir avant 6 mois, donc nous ne comptons même pas dessus. Voilà. Donc, un tableau très, très mitigé, une reprise très, très timide en ce qui concerne l'hôtellerie-restauration. Voilà pour mon secteur, Caroline. Merci Christophe pour ce retour d'expérience. Donc, avant de passer au tour de table et aux questions qui ont été adressées à notre panel, je laisse la parole à notre vice-président Emmanuel pour une présentation générale sur les conséquences de la crise dans le secteur des affaires. Vaste sujet, merci, merci Caroline. La situation est tellement inédite et les évolutions si brutales et profondes avec tout leur lot d'effets ricochets, d'effets boomerang, d'effets secondaires. Il est difficile aujourd'hui en fait de tirer toutes les conclusions, bien sûr, sur les conséquences sur le monde des affaires. On peut cependant faire quelques observations. Déjà sur la rapidité des bouleversements, on voit ceux qui le mois dernier finalement nous réconfortaient. Nos proches, nos amis, nos collaborateurs. Aujourd'hui, c'est à notre tour de les réconforter, et cela en moins d'un mois. Et on voit que dans les 3 temps finalement de la gestion d'une crise, le premier temps, évidemment, assurer la sécurité de ses collaborateurs. Le deuxième temps, mettre en place des plans de continuité des opérations, du travail. Et le troisième temps, qui est la préparation finalement du rebond, tu en parlais un peu Christophe. On voit que en Chine, on s'inscrit dans ce troisième temps, là où finalement dans le reste du monde, on n'en est encore qu'au premier et au deuxième temps dans ces phases de gestion de crise. Je pensais au terme chinois de Weiji, qui est crise en fait, qui est en fait l'alliage du mot danger Weixian et de Jihui, et il prend tout son sens aujourd'hui. Alors ça peut passer pour un oxymore en France, et c'est presque un pléonasme en Chine finalement, où on voit des opportunités dans le contexte et dans ce flot finalement continu, et on le vit tous d'informations, de nouvelles alarmantes. On commence à voir émaner du pays où on se trouve aujourd'hui des bonnes nouvelles. Je voyais là hier le vice-ministre de l'Industrie et des Technologies qui mentionnait que 99% des sociétés industrielles étaient de nouveau opérationnelles, et que trois quarts des PME l'étaient également. Ce matin, le PMI, vous savez, l'index des Purchasing Managers est tombé, il s'inscrit à 52. Vous savez, la barre des 50 qui sépare l'expansion de la contraction, et on était à 35,7 en février. Le PMI du secteur non manufacturier est aussi aux alentours de 52, il était à 29 en février. Donc on voit bien un petit peu ce redémarrage qui montre ses premiers signes. On voit aussi les annonces de réouverture d'écoles, des levées de confinement dans le Roubaix, des levées de confinement partielles à Wuhan, etc., etc. Et mon expérience du SARS, j'étais un de ceux qui étaient là pendant le SARS. On avait vu un phénoménal rebond en fait en deuxième semestre. Alors évidemment, c'est sans commune mesure ce qu'on vit aujourd'hui avec le SARS. C'était pas une pandémie bien sûr à l'époque. Il n'y avait pas telle répercussion, une telle déflagration à l'international. Mais cependant, on avait atteint en 2003 une croissance de 10%. Donc voilà, donc on peut garder espoir. Et j'entendais un ancien vice-ministre du commerce qui est à la Chambre européenne parler d'une croissance attendue cette année de 6%. Alors c'est peut-être un peu irréaliste, un peu trop optimiste, mais on sait que les objectifs des gouvernements successifs en Chine
sont la plupart du temps atteints, voire dépassés, contrairement aux objectifs donnés par les économistes ou les stratégistes étrangers sur la Chine. Et il y a un objectif quand même gravé dans le marbre en Chine, qui est l'objectif de doublement du PIB entre 2010 et 2020. Et on sait que de nombreuses mesures seront mises en œuvre pour l'atteindre, ou du moins tendre vers cet objectif. Et on l'a déjà vu avec déjà des annonces de creusement du déficit fiscal. Cette année, un assouplissement de la politique monétaire, avec notamment des baisses des réserves obligatoires des banques, ou encore des relances budgétaires. Je crois qu'on en reparlera, autour de grands projets d'infrastructure, et notamment de la 5G. Donc je pense que, évidemment, et vous le savez tous, être en Chine est une grande force aujourd'hui, non seulement par le partage en fait des bonnes pratiques qu'on a vécues pendant cette crise, qui n'est bien sûr hélas toujours pas finie en Chine, mais on peut partager ces bonnes pratiques avec nos confrères, nos collègues, nos collaborateurs, nos proches. On peut aussi bien sûr aider aux coordinations des différents ponts sanitaires, et aussi évidemment profiter en fait du rebond domestique de la consommation et de l'économie chinoise, et aussi permettre une certaine continuité alors dans le monde de la production, dans le monde des chaînes d'approvisionnement, et on voit les différentes fermetures hors de Chine, et la Chine peut pallier certains manques, évidemment si elle a la possibilité de le faire. Et enfin, et on en reparlera pendant le panel, on voit qu'on peut faire bénéficier le reste du monde de ce que l'on a mis en place en Chine, notamment dans l'écosystème du digital. Et on voit que les sociétés les plus digitalisées sont celles qui ont le mieux résisté finalement à la crise ces 3 premiers mois de l'année en Chine. Alors, juste pour finir sur nos métiers, les transactions, les fusions-acquisitions, ce qu'on voit finalement, c'est des opérations sortantes des groupes chinois, donc des opérations hors de Chine par ces groupes chinois, finalement se poursuivent. Vous avez peut-être vu récemment l'annonce de Fosun, qui vient de faire une acquisition dans le luxe, dans la joaillerie en France, avec une société qui s'appelle Jula. Donc d'ailleurs, ça montre la confiance dans la consommation du plus grand groupe privé chinois. De par cette acquisition, on a vu en début d'année aussi des opérations de Tencent dans la fintech, en France aussi. Et on voit que c'est aussi le bon moment pour établir des partenariats stratégiques avec des sociétés chinoises pour accélérer son développement en Chine. Elles sont friandes de partenariats pour justement profiter en fait de ce rebond à venir. Les sociétés chinoises, elles sont également dans ce contexte moins sollicitées qu'elles ne l'étaient dans le passé par des groupes internationaux qui, évidemment, vous le comprendrez, ont peu de chat à fouetter. Dans l'autre sens, sur les opérations d'acquisition en fait par des grosses sociétés étrangères en Chine, on voit que les valorisations ont baissé. Donc aujourd'hui, si vous souhaitez acquérir des sociétés chinoises, c'est aussi une fenêtre d'opportunité, bénéficiant en plus de l'appréciation de l'euro, qui rend les actifs locaux meilleurs marchés. Il y a aussi des tensions en Chine sur les trésoreries. Donc vous allez avoir des cibles. Donc c'est aussi des réflexions à mener, réflexions stratégiques dans ce contexte. Et aussi la volatilité des marchés financiers fait que les sorties en IPO de certains groupes chinois qui rêvaient de l'IPO ont tendance plutôt à remiser ces rêves-là et sont plus à même de discuter de gré à gré d'opérations. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire à la fois à l'achat et à la vente, et j'ai essayé d'avoir une petite note un peu positive voilà, dans ce contexte très particulier que nous vivons tous. Voilà. Merci. Merci Emmanuel, tu parlais du digital, on y reviendra avec Olivier et Alexandra qui répondront à certaines questions là-dessus. Donc maintenant on va passer au tour de table afin de répondre à vos questions. Et pour la première question, je vais demander à Olivier et François à Shanghai ainsi qu'à Fabrice à Pékin. Donc dans votre secteur d'activité, quel est votre niveau de reprise? Dans quelle région? Donc Fabrice, peut-être à Pékin, si tu veux commencer. D'abord, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Merci. Donc, quelques mots sur le secteur électrique, et puis je dirais d'ici 2 mots plus largement sur les autres énergies. Il se trouve que la NDRC
a publié récemment, là, il y a une quinzaine de jours, les premiers éléments statistiques sur le début d'année. Donc sur janvier-février, c'est ça que je vais partager avec vous. Alors l'intérêt de regarder le secteur électrique, outre que nous, EDF, évidemment, ça nous intéresse, c'est que souvent le secteur électrique est assez représentatif. Il fait partie des 3 indicateurs dits Likert Chiang, est assez représentatif de ce qui se passe globalement dans l'économie du pays. Donc si on compare les mois de janvier et février donc, de cette année, de 2020, avec les deux mêmes mois de l'année dernière, alors que d'habitude, d'année en année, on constate plutôt des augmentations, on va dire de 5 à 8% sur la consommation ou la production électrique. Cette année, on a observé une baisse de 8%. Donc, c'est dire l'impact de la crise sur le début d'année. Alors, cet impact est évidemment très différencié, à la fois entre les filières de production et puis sur le plan géographique. Alors, entre les filières de production, c'est le charbon et la production hydroélectrique qui ont le plus baissé. La production nucléaire et la production éolienne ont été à peu près stables, alors que la production d'énergie solaire, elle, a significativement augmenté. Si on regarde province par province, il y a 8 régions où la consommation électrique a continué d'augmenter, principalement dans le nord. Les 2 régions où l'augmentation a été la plus importante, c'est la Mongolie intérieure et puis une autre province, alors qui n'est pas dans le nord, qui est le Hunan. Par contre, les provinces où la baisse a été la plus forte, vous ne serez pas surpris, c'est évidemment le Roubaix et puis 2 provinces côtières et pas les moindres, le Jiangsu et puis le Zhejiang. Si on regarde encore par secteur d'activité, là aussi, c'est très contrasté. À l'inverse de la tendance générale à la baisse, vous ne serez pas étonné d'apprendre que les technologies de l'information, eux, ont vu leur consommation électrique augmenter significativement, de l'ordre de 25%. Le secteur primaire, donc de l'industrie lourde, mais aussi le secteur résidentiel, sachant que les gens étaient principalement chez eux, ont aussi vu leur consommation électrique augmenter, mais de manière plus légère, 4% pour l'industrie lourde et 2% pour le résidentiel. Les secteurs, par contre, qui ont le plus souffert, c'est le secteur tertiaire, Christophe en parlait, et puis le secteur secondaire de l'industrie manufacturière, où là, la baisse a été de 12%, ce qui est très significatif. Alors, la bonne nouvelle, c'est que plus récemment, donc on voit une reprise assez significative. Si on compare, par exemple, la consommation journalière de mi-mars avec la consommation journalière de fin février, on a une augmentation globale de l'ordre de 10%. Donc, c'est le signe que les choses globalement repartent. Si je termine en disant 2-3 mots des autres énergies, ce qui a le plus souffert, c'est pas très étonnant, c'est l'extraction et la production de minerais de charbon, qui a baissé, là encore, hein, janvier-février 2020 par rapport à janvier-février 2019 de 6%. Le raffinage de pétrole aussi a baissé significativement de 4%. À l'inverse, la production de pétrole en Chine et la production de gaz en Chine ont augmenté de 4% pour le pétrole et de 8% pour le gaz. Merci Fabrice. Olivier. Oui, bonjour à tous. Donc, pour ce qui concerne le secteur aéronautique, donc la reprise de production d'équipements aéronautiques a repris en Chine, mais globalement le trafic aérien la baisse du trafic aérien qui a commencé en Chine et qui va maintenant s'étendre progressivement à toute la planète va générer un ralentissement de cette activité par effet de répercussion. Donc, il va y avoir moins de vols, donc moins de revenus pour les compagnies aériennes. Probablement des reports d'achat d'avions, probablement des reports de maintenance.
Et il faut s'attendre aussi à peut-être quelques faillites de compagnies aériennes parce qu'elles n'ont pas toutes la même santé financière. Et bon, le cash, c'est important pour l'hôtellerie, mais aussi pour des compagnies aériennes. Donc, faut surveiller ça de près. S'ajoute à ça, dans le secteur aéronautique, la situation du Boeing 737 MAX, qui n'est toujours pas résolue. On espère et on pense que cette année, il y aura une reprise des livraisons des 737 MAX. Les prévisions de baisse de livraison d'avions neufs aux compagnies aériennes devraient être de l'ordre de 10%, à peu près globalement sur la planète, pas nécessairement uniquement en Chine, quoi. Donc c'est un secteur qui reprend progressivement. Les usines, en tout cas les usines Safran, elles ont toutes reprises. Mais bon, il faut être évidemment vigilant et analyser les répercussions de l'expansion de la crise sur la planète pour spécifiquement ce secteur. Merci Olivier. Je laisse la parole maintenant à François donc de Forestia. Bonjour à tous. Donc pour le secteur automobile, mon message va être un message d'optimisme prudent. On a tourné la semaine passée à 75% de ce qu'on avait budgété, donc de ce qu'on avait prévu hors crise. Donc c'est un signe positif. On avait commencé à relancer les installations industrielles le 10 février. Dès le 10 février, on avait 18 usines qui tournaient. Et puis donc voilà, le 16 mars, on avait 100% de nos usines qui tournaient, y compris les usines à Ouran et dans le Roubaix. Donc tout ça, c'est l'aspect positif. Et aujourd'hui, nous, notre prévision, c'est de rejoindre notre courbe, donc je vais l'appeler comme ça, budgétaire, à la fin avril. Quand on regarde le marché lui-même, par contre, bon, là, on peut avoir quelques inquiétudes raisonnables, mais qu'il va falloir surveiller de près. On a donc nous, on suit à la semaine en fait les niveaux de vente en concession. Donc les 3 premières semaines de mars, c'était donc à moins 50%, moins 44, moins 40. Donc voilà, bon, on est dans une reprise lente, mais on voit bien qu'il y a un écart entre le moins 40% sur le marché des concessions et puis le 25% de production. Donc ça veut dire aussi donc que nos clients constructeurs restent optimistes. Et c'est vrai que c'est notre prévision, c'est ce qu'on voit nous sur Q2. On a plutôt des prévisions, disons assez positives de volume. En ce qui nous concerne, donc on a par contre 3 risques qu'on a identifiés et qui pourraient venir malheureusement contrarier cette image sympathique. C'est d'une part la possibilité d'un rebond de l'épidémie. Ça, je pense que ça malheureusement viendrait largement arrêter, mettre un gros stop là sur tout ce qu'on vit actuellement. Un deuxième risque pour nous, c'est l'impact de maintenant la pandémie hors de Chine et donc bien sûr sur les pièces en réimportation hors de Chine, donc typiquement d'Europe par exemple, pour un certain nombre de constructeurs qui en ont besoin pour assembler les véhicules en Chine. Et le troisième volet, c'est de façon plus générale, disons la crise économique qu'on voit venir maintenant mondiale et qui elle aussi pourrait avoir un impact sur l'ensemble je dirais des comportements d'achat de véhicules pour l'ensemble de nos clients. Voilà. Merci François. Christophe, tout à l'heure, tu as comparé Accor à plusieurs PME. Donc, quelle est la stratégie de crise la plus adaptée à avoir en tant que PME? Comment gérer la baisse d'activité pour les entreprises, notamment dans le secteur de la production? Oui, alors dans le secteur de la production, je suis pas un expert, mais enfin, et puis c'est un vaste sujet parce que dans chaque PME a un secteur d'activité et donc doit réagir. Et je suis sûr que nos entrepreneurs savent exactement comment réagir face à la baisse d'activité. De toute façon, on ne peut pas échapper à la baisse d'activité. Donc, on est obligé de réduire la voilure. Et les conseils que je peux vous donner déjà, c'est si vous avez des questions ou si vous êtes bloqué en tant que PME, appelez la Chambre de commerce, appelez notre panel, posez-nous vos questions parce que nous avons 30 personnes, 30 élus du bureau qui sont tous spécialistes dans leur domaine et qui auront toujours un bon conseil à vous donner. C'est la première chose. Et puis, une expérience que nous avons mis en place, nous, dans le groupe Accor, c'est que nous avons mis en place non seulement un comité de gestion de crise, mais également un comité de sortie de crise. C'est très important pour les entreprises de mettre en place un comité de sortie de crise, c'est-à-dire un groupe
qui ne pense qu'au futur, qui fait de la prospective, qui essaye de deviner de quelle manière il faut se réinventer, quel va être le paysage une fois qu'on sort de la crise. Nos clients vont changer, les habitudes vont changer, la production va changer. Donc, il faut vraiment que vous ayez un espèce de think tank au sein de votre entreprise qui réfléchisse à tout ça, qui fasse de la prospective et qui prépare la sortie. Donc ça, c'est vraiment le conseil que je voulais vous donner, mais je crois que Weidong veut rajouter quelque chose à Pékin, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, les mesures face à la crise et aussi qui seront bénéfiques pour l'après. Donc, Weidong à Pékin, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Score à Pékin, comme nous avons déjà, avant la crise, on a déjà un business plan continu. On a ce genre de plan, donc on applique au moment de la crise, c'est-à-dire à partir du 7 février, on a appliqué ce plan, c'est-à-dire on commence à travailler à la maison. Parce que comme le secteur de réassurance, on n'a pas de... Notre client, c'est plutôt les assureurs locaux, donc on applique notre plan de télétravail, on maintient le contact avec le client. Donc, pour le moment, nous maintenons une relation tout à fait normale vis-à-vis du client. Toutes les demandes du client sont traitées correctement. Donc, on n'a pas... En revanche, un point que je voudrais bien signaler, c'est que l'activité d'assurance vis-à-vis de l'activité économique, il y a un décalage. Il y a un décalage. On considère que ce décalage est aux alentours de 3 mois. La RIAS, vis-à-vis de l'assurance, il y a à peu près 3 mois de décalage encore, c'est-à-dire, grosso modo, on a un décalage de 6 mois vis-à-vis de l'activité économique. Voilà ce que je voudrais bien dire. Merci. Merci, Weidong. Donc, effectivement, les nouvelles technologies nous permettent, dans une certaine mesure, de continuer certaines de nos activités. Ça me permet une transition pour poser une question à Olivier et Alexandra. Comment les technologies peuvent aider les entreprises dans leur stratégie de crise? Donc oui, quand on est en phase de crise, il y a plusieurs choses à optimiser. La première chose, c'est d'améliorer la gestion du temps et de l'information. C'est clé d'avoir les bonnes informations au bon moment pour pouvoir prendre les bonnes décisions. C'est stratégique en temps de crise, hein. Les minutes sont des heures, les heures sont des jours, donc il faut aller très vite. Et on a la chance de disposer aujourd'hui de tout ce qui est outils de type réseaux sociaux. Alors pas uniquement WeChat, il y a aussi des réseaux sociaux d'entreprise qui permettent de communiquer extrêmement rapidement. Toutes les technologies du digital sont contributives de l'amélioration de cette gestion du temps, et évidemment les systèmes de vidéoconférence. Je crois qu'on n'a jamais autant utilisé ces systèmes-là que pendant la crise. Et on en a vu d'ailleurs les limites, parce que quand tout le monde est sur la ligne, ça coince. Les bandes passantes ne sont pas dimensionnées clairement pour pouvoir supporter ça. La 5G, qui est ce qu'on attend tous, nous permettra d'être beaucoup plus réactifs et d'être encore plus pertinent dans cette gestion. Donc communiquer plus vite et partager l'information sont vraiment les outils qui permettent d'améliorer la gestion de la crise. La deuxième chose à améliorer, c'est l'amélioration de la gestion de la distance. On a été confronté à du confinement. Donc encore une fois, tous les systèmes de vidéoconférence sont là. Pas uniquement pour les entreprises, mais aussi pour les professions libérales. On peut faire du one-to-one, des consultations chez le médecin. Donc, c'est extrêmement efficace. On pourrait imaginer dans le futur même faire du diagnostic avec des outils encore plus perfectionnés où on prendrait le pouls, où on ferait des prélèvements, des analyses en temps réel. Ça va arriver. Ça arrivera dans les années qui viennent. Donc, pour la prochaine crise, on peut déjà anticiper que il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Je relisais les prédictions de la CIA sur le monde en 2030. Donc le premier signe noir qui est identifié par la CIA, mais pas uniquement par la CIA, c'était une pandémie mondiale touchant avec un taux de mortalité de plus de 1%. Donc on l'avait, c'était prévisible. Il y en aura probablement d'autres. Les systèmes de type VPN pour rester évidemment en contact avec l'entreprise, les systèmes de connexion IP to IP, qui permettent de prendre directement la possession de son environnement de travail. Pour mon cas personnel, chez Saifé, on n'avait jamais mis en place
ce système de télétravail. Et là, on a été obligé de mettre 250 personnes d'un coup en télétravail. Ces systèmes-là ont permis de remettre les gens dans le contexte, dans leur contexte d'environnement de travail et d'assurer une continuité de l'activité. Il faut aussi maintenir l'effort sur la formation. Donc, on a aujourd'hui des plateformes de e-learning. Encore une fois, on fait référence aux outils digitaux, donc on voit bien que c'est l'axe qui permet d'être plus efficace et de gagner du temps. Et donc maintenir l'offre de formation pour les salariés. Pour ce qui est de l'industrie, donc on relance les opérations, mais on a des machines, il faut en assurer la maintenance. On ne peut pas forcément donner accès aux entreprises qui viennent faire la maintenance pour des raisons de confinement, d'accès, même d'experts qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en Allemagne ou en France et qui ne peuvent pas venir directement en Chine. Donc là, il faut utiliser des technologies de type maintenance à distance par vidéo, avec des systèmes de type lunettes connectées, où on peut avoir un échange en temps réel avec le technicien, l'expert, qui lui est en remote et qui voit directement en fait ce qui est en train de se passer. Troisième axe, protéger ses employés. Donc vous avez probablement tous mis en place des systèmes de mesure de température, sur le front, sur le poignet, etc. Il y a maintenant des technologies qui sont d'ailleurs utilisées à l'aéroport, où on vient prendre les mesures de température en mesurant l'émission infrarouge. Donc c'est des mesures qui sont faites à la volée. C'est des technologies qui coûtaient cher dans le passé. Aujourd'hui, elles sont accessibles. On peut en trouver même dans les immeubles. Donc plutôt que de perdre du temps à avoir quelqu'un qui fait une mesure de température en temps réel, avoir ce système-là, installer ce système-là pour faire de la mesure de flux peut être aussi une mesure intéressante, une technologie intéressante pour assurer la reprise de la crise. Et puis, il y a bien sûr toutes les autres technologies, donc la 5G, l'intelligence artificielle. Là, j'ai pas d'exemple concret à vous donner, parce que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est assez compliqué. Mais la 5G, en tout cas, c'est sûr, ça peut contribuer, ça ne peut que aller dans le bon sens et contribuer à accélérer les choses. On peut imaginer aussi l'utilisation de l'impression 3D. Il manque des pièces. On n'a pas le fournisseur qui peut livrer parce que lui aussi il est impacté par la crise. Qu'est-ce qu'on a comme technologie de substitution pour aller vite, remplacer une pièce sur une machine? L'impression 3D peut permettre aussi d'avoir la bonne réactivité, d'aller assez vite dans la production de pièces. Voilà, donc bien sûr, il y a plein de technologies. On a des libertés, beaucoup plus de leviers qui sont donnés grâce à ces technologies. Maintenant, c'est à chaque entreprise aussi d'en voir les bénéfices et puis de personnaliser, customiser l'utilisation de ces technologies dans son secteur. Alors juste pour continuer sur ce que disait Olivier, nous on a vu effectivement un vrai changement dans nos clients et l'utilisation des technologies a été un véritable game changer entre ceux qui les utilisaient et qui pouvaient les utiliser comme catalyseurs d'innovation. Car après avoir assuré la sécurité de nos salariés, finalement ce que voulaient nos clients, c'était rester proche de leurs propres clients à eux. Donc, je peux vous donner des exemples. On a par exemple accompagné une société pharmaceutique qui a mis en place un petit formulaire de questions-réponses avec aussi des médecins en ligne pour répondre aux attentes des gens sur qu'est-ce que le Covid-19, comment est-ce qu'on peut le détecter, un peu du diagnostic en ligne. On a aussi aidé une société qui vend des produits infantiles qui, en plein cœur de la crise, après s'être assuré l'approvisionnement suffisant de lait pour les bébés, s'est dit comment est-ce qu'on peut encore aider nos consommateurs. Et donc, ils ont offert des services de télémédecine avec des pédiatres pour aider les parents à gérer cette crise, à comment aider leurs enfants et qu'est-ce qu'il faut faire si des enfants sont malades ou tous, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est moins grave. Et puis après dans le cosmétique, alors c'est peut-être moins important dans l'échelle des valeurs, mais comme les gens sortent moins dans des magasins physiques, utiliser la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour en ligne voir l'utilisation de maquillage, etc., de couleurs pour cheveux. Donc voilà. Et nous, personnellement, enfin dans ma société, on a aussi mis en place un outil diagnostic pour nos clients pour qu'ils voient quels sont les risques qui sont les leurs en fonction de leurs données financières, de comment est-ce qu'ils gèrent leur activité et voir comment essayer d'éviter ces risques-là. Et en Europe, on a accéléré cela, le e-audit, pour pouvoir certifier des comptes en ligne sécurisés sans avoir à aller chez le client. Donc je pense que ça peut être quelque chose qui apporte de nouvelles opportunités. D'ailleurs, on a notre prochain groupe marketing le 2 avril qui va mettre en lumière quelles sont les idées marketing qui sont sorties de cette crise. Donc, je vous invite à nous rejoindre ce jour-là aussi.
Merci à Alexandra et on vous donnera bien sûr le lien pour ce groupe marketing. Donc, une question pour Wedong. On a parlé du SARS au début de cette crise avec une comparaison. On sait aujourd'hui que il n'y a plus vraiment de comparaison puisqu'on est passé sur une pandémie, mais une question sur les mesures qui avaient été prises à l'époque en 2003 par le gouvernement. Voilà. Premièrement, le SARS comparé à Covid-19, en termes d'ampleur, c'est pas tout à fait pareil. Donc, l'ampleur de Covid-19 est beaucoup plus grande aux yeux des gouvernements chinois. Premièrement, et la période est beaucoup plus longue que SARS aussi. Tout ça, c'est le point de vue du chinois, du gouvernement chinois. Au niveau de mesures que le gouvernement a prises, comparé avec le Covid-19, le gouvernement, au moment de SARS, le gouvernement, par exemple, les fonctionnaires travaillent presque 3 jours par semaine, grosso modo. Et pendant la période de Covid-19, il y a une période, le gouvernement presque arrêté complètement le travail. Ça, c'est significatif. Et les écoles sont arrêtées beaucoup plus longtemps aussi. Ça, c'est un deuxièmement. Et les mesures les plus importantes, c'est que le gouvernement a donné une sorte d'aide auprès des entreprises locaux. Je pense aussi pour vis-à-vis des entreprises étrangères, je ne suis pas sûr, mais au moins pour les entreprises locaux, ils ont bénéficié des aides de l'entreprise que pour les mesures de SARS que le gouvernement n'a pas été fait. Ça, c'est la mesure qui est importante comparée à Covid-19. Ce sont des mesures différentes comparées à SARS. Voilà ce que je voudrais bien échanger avec vous. Merci Wedong. Donc, nous restons à Pékin avec Thierry et François. Quelles sont les aides qui existent et dont vos entreprises ont pu bénéficier ou d'autres entreprises? Bonjour. Oui, alors effectivement, comme l'a rappelé Emmanuel dans son introduction, le gouvernement tient beaucoup à son objectif de doublement du PIB en 10 ans, de 2010 à 2020. Donc, il a mis en place toute une série d'aides aux entreprises. Ces aides sont aussi mises en place dans une optique de limiter les licenciements et de protéger l'emploi, puisqu'il n'y a pas en Chine de mise en place d'un chômage partiel comme on peut le voir en Europe et en France spécifiquement. Donc, les différentes catégories d'aides se déploient entre des réglementations nationales applicables partout sur le territoire et des réglementations locales. Et donc, il n'est pas forcément toujours très simple de se retrouver dans tout ce corpus de réglementation. Alors, je ne vais pas essayer de passer en détail en revue de chaque mesure, mais il est important de garder en tête toutes les aides qui existent, tous les types d'aides qui existent, et après d'aller voir ces interlocuteurs locaux pour essayer de creuser ce qui peut s'appliquer localement et comment s'y retrouver. Alors, les catégories d'aides les plus simples, probablement, qui existent et qu'on peut mettre en place assez facilement, c'est tout ce qui concerne les cotisations sociales. Donc, nationalement, il y a eu une annonce très claire et ça a déjà été mis en place sur le mois de février. Les parts employeurs des cotisations de retraite, de chômage et d'accident du travail ont été exemptés de février à juin pour toute la province de Hubei, ainsi que pour toutes les PME, avec donc une classification de PME typiquement chinoise, dépendant du nombre d'employés et de critères de chiffre d'affaires ou de taille de bilan suivant les secteurs. Pour les autres sociétés qui ne sont donc ni dans Hubei ni dans ni considérées comme des PME, il y a une réduction de 50% de ces cotisations sociales employeurs. De la même manière, le fonds de logement, il y a une annonce nationale qui permet le différé
des versements et jusqu'en juin sur agrément. Et là aussi, l'employé peut différer ses remboursements de prêts lorsqu'il bénéficie des prêts du fonds de logement. Localement aussi, un certain nombre de mesures sur les cotisations sociales. Ça peut aller du report de la date d'augmentation des bases de calcul, normalement en avril jusqu'en juillet cette année, le différé de paiement des cotisations sociales, voire le remboursement d'une part des cotisations sociales de l'année 2019, mais sous condition d'absence de licenciement. Le deuxième grand paquet d'aides, c'est le paquet sur les loyers. Si les propriétaires sont étatiques, notamment des state-owned enterprises, il peut y avoir une réduction de 50%, voire une exemption dans certains cas des loyers. Pour les autres propriétaires, ils sont encouragés à le faire, mais ça reste à négocier. Autre grand paquet d'aides, c'est tout ce qui s'agit des impôts. Donc, il y a une diminution du taux de TVA pour les contribuables micro-assujettis PME de 3% à 1%, c'est très significatif, et une exemption totale dans le Roubaix. Il y a une déductibilité de tout ce qui est donation à la Croix-Rouge et aux autres organismes habilités chinois, et aussi une déduction de tout ce qui est achat d'équipements de protection pour les employés, de tout ce qui est donc les PPI. Il y a une possibilité de demander des reports de paiement de taxes et il y a une suppression de certaines charges administratives. Donc, c'est la taxe immobilière, c'est les frais d'inspection, c'est les droits d'enregistrement, etc. Il y a aussi un certain nombre de paquets de mesures qui sont spécifiques à certains secteurs. Donc, bien sûr, les secteurs de santé et de production d'équipements médicaux, les secteurs qui sont dits durement touchés, donc c'est le tourisme, la restauration, l'hospitalité, le transport, la logistique, etc., ou des secteurs jugés stratégiques, comme l'agriculture, par exemple. Donc, pour ces secteurs, un certain nombre de paquets de mesures, des facilités pour l'importation, des réductions de droits de douane et de TVA, un report de la période de déductibilité des pertes de 5 ans à 8 ans, et puis des subventions diverses qui peuvent porter sur les frais de formation, sur les dépenses de R&D, sur les achats d'équipements pour le télétravail. Au-delà de ça, donc, il y a un certain nombre de mesures administratives, comme des guichets rapides, des guichets sans contact, des simplifications de procédures, et puis bien sûr tout un appui à la réouverture, puisque c'est encore une fois le grand objectif du gouvernement. Alors après, sur le soutien financier, oui, il y a un certain nombre de liquidités, il y a une masse énorme de liquidités qui a été injectée dans le système bancaire par le gouvernement, par la Banque centrale. En revanche, il est peu probable que ces liquidités arrivent jusqu'aux entreprises étrangères en Chine. Elles sont a priori plutôt destinées aux entreprises nationales. Mais on peut négocier et demander des remboursements de prêts, enfin des reports de remboursement de prêts existants. Et puis, il y a aussi tout ce qui est diminution de tarifs dans l'électricité, notamment dans l'eau et un certain nombre de fournitures industrielles pour les sociétés. En conclusion, donc, quelques commentaires généraux. Toutes ces aides, elles existent, mais elles sont soumises souvent à des critères qui sont parfois pas très clairs. Donc, dans certains cas, on dit pas de licenciement, dans d'autres cas, on dit maintien de l'effectif, dans d'autres cas, on dit peu de licenciements. Donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ces aides sont aussi toujours sur agrément, enfin, souvent sur agrément uniquement, et donc il faut rester très en contact avec ces interlocuteurs des différentes administrations. Tout se négocie en Chine, troisième grand message. En revanche, pour la Chine en tout cas, il est presque trop tard puisqu'on a déjà passé le pic de l'épidémie, il n'y a plus beaucoup d'urgence, donc la position de négociation est plus la même que celle qu'on pouvait avoir en février. Et par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'a priori, les entreprises étrangères peuvent bénéficier du même traitement national que les entreprises chinoises. Il n'y a pas de raison que votre concurrent chinois ait plus d'aide que vous. Et dernier message, il faut toujours rester alerte et faire attention aux fraudes et bien documenter tout ce qu'on peut avoir négocié. Merci Thierry, tu es le meilleur pour ça. François, si tu veux compléter. Pas grand-chose à compléter au niveau de la liste
des subventions, des soutiens possibles. Je pense que Thierry était parfaitement exhaustif là. Par contre, moi, ce que je peux partager, c'est plutôt nous la façon qu'on a retenue pour s'organiser. C'est vrai que c'est ce que disait Thierry. Bon, je pense d'une part, ces mesures, elles sont quand même très très locales. Elles sont très variables dans leur application. On comprend pas toujours les critères. Et nous, enfin, dès le début, on a jugé qu'il était important d'avoir une gestion en local de ces soutiens. Et donc, on a mis en place, en fait, des structures par ville, par zone géographique, par ville, où on regroupait, donc si on avait 2 ou 3 usines, on avait une seule personne qui faisait la discussion avec l'ensemble des gouvernements locaux, que ce soit villes, districts et autres. Ça nous a quand même permis de recueillir, je trouve, bon, encore une fois, des montants assez intéressants. Bon, et qui bien sûr, bon, ben, je pense, alors pour une société comme Forestia, sont pas disons un soutien direct à la reprise, mais malgré tout, je pense, bon, entretiennent un peu comment dire, cette dynamique positive vers le retour à la normale. Merci pour cette question. On va passer à Antoine à Pékin. Donc, quelles sont les actions possibles pour les entreprises ayant une trésorerie faible et non éligible aux mesures d'aide gouvernementale? En outre, comment négocier une réduction du loyer si le propriétaire n'est pas une entreprise publique? Bon, bonjour à tous. Bon, c'est une question, très grande question, je pense. Thierry vient de dire le gouvernement central et les gouvernements provinciaux ont pris des mesures et la réduction des loyers est une des mesures majeures. Bon, je rappelle un petit peu l'historique. Je crois lundi 3 février, le gouvernement central a annoncé des directives demandant chaque province, chaque ville comme Shanghai, Pékin, de réfléchir comment réduire les loyers pour les entreprises de moyenne et petite, enfin de taille moyenne, petite et très petite. En chinois, on dit 中小微企业. Et je crois le 5 février à Pékin, ils ont annoncé, à Shanghai c'est le même jour, Pékin a annoncé dans un document qui s'appelle le document 2020 numéro 7, si vous voulez, vous pouvez trouver, et dans lequel ils ont demandé aux propriétaires de l'État, des entreprises étatiques, de réduire le loyer de février. Et après, comme c'est la directive centrale, et dans tous les niveaux, ils ont des mesures un peu particulières. Par exemple, à Pékin, à part du gouvernement municipal de Pékin, dans chaque district, ils ont annoncé des mesures aussi. Des fois, c'est totalement en ligne avec le gouvernement municipal de Pékin. Des fois, ils ont étendu un petit peu. C'est pour ça, si vous avez un propriétaire qui est une entreprise de l'État, vous pouvez naturellement bénéficier des réductions si vous êtes éligible. C'est-à-dire si vous faites partie des entreprises de taille moyenne, petite et très petite. Et bon, si vous êtes éligible, il est facile de négocier. Par contre, si vous êtes dans une zone un peu grise, et par exemple, vous n'êtes pas tellement petit, vous êtes une entreprise de taille plutôt grande, et après, c'est à vous de négocier avec le propriétaire. À mon avis, nous, par exemple, au Hanoi, à Pékin, on a un bureau dont le propriétaire est d'une JV entre le ministère des Affaires étrangères et une société de Hong Kong.
Eux, ils ont dit non, 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 c'est pas une entreprise de l'État, on ne pouvait pas vous donner une réduction. Et ben, je dis oui, mais vous n'êtes pas purement une entreprise de l'État chinois, mais quand même, vous êtes du ministère des Affaires étrangères. Ils ont dit, de toute façon, c'est un peu trop tard pour février. Vous attendez, peut-être en mars, il aura la possibilité. Ça, c'est, la directive du gouvernement central était pour février. Peut-être pour le mois de mars, vous avez aussi la possibilité de réduire au moins une partie. Ça, c'est, maintenant, on est dans le dernier jour de mars, on verra. Après, comment négocier, je crois, je ne suis pas un professeur HEC, et après, ça dépend de vous, quelle est la relation entre vous et le propriétaire. Et par exemple, la chambre, on est là, on a une très bonne relation avec le propriétaire. Le propriétaire nous a donné une petite réduction, et c'est bien. Et après, ça dépend comment vous négociez ou argumentez. Je crois que je m'arrête là. Merci Antoine. Pour la prochaine question, nous vous enverrons la loi par mail. Dans quel cas est-il possible d'invoquer le coronavirus en tant que cas de force majeure pour se détacher d'obligations contractuelles? Donc Christophe va nous en dire quelques mots, mais surtout on va vous envoyer le texte de loi par mail. Oui, très important. Est-ce que je peux rajouter une phrase? Excuse-moi. Bien sûr, Antoine. Vas-y. Parce que si par malheur vous n'arrivez pas à avoir une réduction, au moins vous pouvez différer vos paiements. Ça, c'est important. Si votre cash flow est limité, février, mars, vous avez des difficultés, vous dites on vous paye un peu plus tard. Ça, c'est tout à fait possible. Merci. Merci Antoine. Merci Antoine. Et Thierry nous a bien dit que tout était négociable, donc je pense que c'est faisable. Sur la question, donc c'était une question sur le cas de force majeure. Oui, alors nous, dans nos hôtels par exemple, on a des clauses de performance et nous avons déjà acté la force majeure. Il y a une loi très spécifique sur quelle est la définition de la force majeure. Et nous allons vous la faire parvenir. J'en profite d'avoir le micro pour en fait vous dire au revoir parce que je pars à une autre téléconférence et je dois y être à 17h. Donc continuez, il y a encore beaucoup de questions et vous le voyez, on a vraiment un panel de gens de qualité. Je voulais en profiter pour remercier tous les membres élus du bureau, tous les permanents de la Chambre de commerce et sa directrice Caroline pour le travail incroyable de soutien aux entreprises. Restez avec nous, je vous quitte, mais restez avec nous et surtout après cette téléconférence, continuez à aller chercher les informations. Nous sommes là pour vous soutenir, c'est notre rôle. Voilà, à bientôt à tous et continuez avec la question suivante, Caroline. Merci, je te laisse la poser. Merci Christophe. Nous allons passer aux questions sur les ressources humaines. Donc, question très importante parce que les entreprises, c'est avant tout de l'humain et on a beau pouvoir travailler avec le digital, malgré tout, l'humain reste l'essentiel. Donc, question à Thierry et à François, donc Thierry à Pékin et François à Shanghai. Quels conseils donneriez-vous pour réussir à mettre en place le télétravail en entreprise et à assurer un bon suivi de ses employés? C'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui en Chine, en tout cas moins d'actualité, mais nous avons nos amis en France qui nous suivent et qui seront intéressés par la réponse. Thierry, si tu veux commencer. Alors oui, je vais bien commencer et je vais être très bref comparé aux aides et je laisserai François bien sûr développer beaucoup plus. Moi, je crois qu'il est très important. Alors d'abord, le télétravail, c'est pas fini et comme l'a rappelé également Alexandra, au contraire, ça ne va faire que commencer et s'amplifier. Donc, il est important qu'on se mette en mesure de faire ça et de faire ça bien. Les principaux messages que moi je voudrais faire passer, c'est il est très important de communiquer
avec ses employés, de maintenir ouverts tous les channels, tous les canaux de communication qui peuvent être mis en place. Pour cela, utiliser les outils digitaux, bien sûr. Ça peut être des outils du style messagerie. Alors, c'est WhatsApp typiquement en France, c'est WeChat en Chine. Ça peut être des outils plus professionnels comme Teams de Microsoft ou d'autres, parce qu'il y a également des pépites françaises qui offrent de ce type de solutions. C'est aussi, et ça je crois qu'il faut être très clair dans la mise en place du télétravail, d'avoir des attentes extrêmement clairement exprimées en matière d'objectifs et de travail à faire, bien sûr. Il ne s'agit pas de laisser les gens tout seuls à la maison, d'autant qu'ils ont d'autres choses à faire à la maison. Souvent, il y a les enfants, etc. Donc, il faut rester tout à fait à l'écoute des difficultés que peuvent avoir ses collaborateurs. Encore une fois, les enfants, mais aussi peut-être la prise en charge en Chine, classiquement, de personnes plus âgées, voire de personnes malades. Donc, rester à l'écoute, communiquer et définir clairement les attentes de l'entreprise. Merci Thierry. Alors, je pense qu'effectivement, le télétravail, ça risque d'être en fait la révolution qui va rester et qui va transformer nos modes de travail après le Covid-19. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais moi, c'était en tout cas la première fois que je faisais du télétravail de ma vie. Donc, j'ai découvert ce que c'était. Je dois dire que mon appréciation préalablement était un peu négative. Finalement, je me suis retrouvé à faire des journées de 15 heures en télétravail et qu'on fait d'une certaine façon qu'on n'est pas obligé de faire tous les jours au bureau. Donc, je me suis dit, tiens, oui, c'est intéressant. Alors maintenant, pour revenir à des choses peut-être plus applicatives, ce qui me semble clair, bon, il y a un problème, enfin, il y a une problématique technique à traiter. Donc d'abord, il faut effectivement avoir la taille de tuyau qui va bien. Donc ça, c'est un sujet qu'il faut que les gens d'informatique doivent traiter. Il faut effectivement avoir des systèmes de VPN appropriés. Donc ça, c'est aussi important. Il y a un troisième sujet sur lequel on s'est penché, et je pense, bon, enfin, on lit beaucoup d'articles dans la presse actuellement, c'est toute la partie de sécurité des données. Je pense que bon, cette multiplication des VPN et d'ouverture des réseaux, ça a malheureusement créé quelques risques additionnels qu'il faut traiter. Voilà. Mais cela étant dit, une fois qu'on a traité ces problématiques techniques, bon, moi je trouve que le télétravail finalement c'est encore une fois quelque chose qui nous a rendu de précieux services récemment. Ça nous a permis quand même de redémarrer, de mettre l'entreprise en route. Et en ce qui concerne le management des équipes, finalement, une réflexion personnelle mais que je vais partager, je pense que chacun d'entre nous ne passe pas systématiquement du temps avec 100% de nos direct reports chaque journée. Et finalement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce besoin de management par contact au quotidien. C'est pas indispensable pour arriver à faire tourner, à vérifier l'atteinte d'objectifs courts. Bon, alors ça, bien sûr, c'est d'autant plus vrai. Je pense qu'on est dans disons, avec des managers d'un certain niveau, et probablement que, bon, voilà, quand on travaille, quand on fait du télétravail, il y a des niveaux, disons, plus peut-être opérationnels, avec des objectifs à la tâche. Bon, là, évidemment, on a peut-être des situations différentes, mais en tous les cas, je trouve qu'en termes de management, finalement, le management au travers du télétravail, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait au quotidien au bureau. Ce qui manque, c'est le contact humain. C'est ça qui est vraiment pénible. Merci, merci François. Donc on s'est tous effectivement mis au télétravail et ainsi qu'au e-learning pour nos enfants. Donc autre question sur les ressources humaines. Donc j'ai demandé à Nicolas Milonas à Shanghai et aussi à Antoine et François. Donc Nicolas, si tu veux bien commencer, une entreprise peut-elle forcer ses employés à prendre des congés durant la crise? Bonjour à tout le monde. Alors en Chine, aucune entreprise n'a le droit de forcer ses employés évidemment à prendre des congés payés, surtout pendant cette période de crise. La solution, c'est de réussir à convaincre ses employés de les prendre et surtout, lorsqu'il y a un accord, de signer un accord écrit. En cas de conflit, et il est très probable qu'il y en aura beaucoup, cet accord écrit évitera des soucis juridiques importants à l'entreprise. Et si cet accord écrit, qui est donc un accord amiable,
est reconnu et donc valable et donc légal pour l'administration. En ce qui concerne mon avis personnel, c'est qu'en cette période de crise sanitaire et économique, l'attitude à avoir, c'est de parvenir à concilier les intérêts économiques et la bonne gestion des ressources humaines. Avoir une attitude qui consiste à prendre des décisions raisonnables me semble devoir être la règle. Il est donc probable que de nombreux conflits vont apparaître. Et comme toujours, les intérêts à court terme sont opposés aux intérêts à long terme. Il ne faut pas oublier qu'une entreprise ne fonctionne que si elle a ses employés qui sont actifs et qui sont là, si elle a les bonnes personnes. Et je pense qu'une gestion brutale des ressources humaines ne pourra pas se faire sans que l'entreprise n'en paye le prix d'une autre manière, plus tard, ou peut-être de manière peut-être plus forte. Étant moi-même donc dans le recrutement, nous avons constaté que pour le moment, beaucoup d'entreprises ont mis en stand-by le recrutement. Ce n'est pas la préoccupation. La préoccupation, c'est de se réorganiser. Par contre, on se rend compte que beaucoup d'employés sont tentés de changer d'entreprise. C'est étonnant. Et je dirais plutôt les employés qui sont, par exemple, à Shanghai, mais qui sont originaires de province et qui ont envie de retourner dans leur province. Donc, ça veut dire qu'il y aura sûrement des recrutements à faire. Et les recrutements, de toute façon, dans toute entreprise, il y a toujours des recrutements obligatoires et importants. Voilà, ça, c'est mon avis personnel. Merci, Nicolas. François, si tu veux rajouter... Pas grand-chose à ajouter, simplement, bon, c'est vrai que nous, chez Forestia, on a fait donc des journées de congés, alors, entre guillemets, imposées, hein. Et c'est vrai, bon, toujours avec ce souci d'équilibrer l'objectif économique et puis la bonne santé des troupes et le bon équilibre social de l'entreprise. Merci François, effectivement c'est important cet équilibre. Antoine, si tu as des choses à rajouter sur ce point. Oui, je vous dis un petit peu la pratique qu'on a fait ici chez Orano. Vous savez, pour les congés de 2019, normalement, on donne 2 mois de grâce aux salariés parce que le nouvel an chinois se trouve souvent fin janvier et début février chaque année. Et l'habitude des salariés locaux est qu'ils prennent les jours qui restent avec le congé, les vacances du nouvel an chinois. C'est pour ça que nous, depuis beaucoup d'années, on a fin février comme la date limite pour sortir les congés de l'année précédente. Et cette année-là, quand je regardais fin février, on a 120 jours de congés à prendre parmi les salariés. Ce que j'ai fait, c'est j'ai dit bon, je vous prolonge encore 2 mois et au bout de 2 mois, tout serait perdu si vous ne prenez pas. Et voilà, c'est une petite mesure pour sortir les congés. Mais je confirme ce que Nicolas a dit, hein, on ne peut pas forcer les gens de prendre des congés payés, c'est leur liberté, en quelque sorte. Voilà, merci. Merci beaucoup Antoine. Restons avec toi si tu le veux bien. Que prévoit le droit chinois du travail en termes de versement des salaires des employés? Dans la situation actuelle, l'employeur peut-il procéder à des réductions de salaire correspondant à une situation de chômage technique? Donc, je te laisse la parole et après, nous la donnerons à Nicolas. Bon, tout à l'heure, Thierry a dit le chômage partiel n'existe pas en Chine. Pareil, chômage technique comme notion, ça n'existe pas non plus en Chine. Et par contre, si vraiment à cause de cette crise sanitaire, nos activités s'arrêtent complètement ou partiellement, on peut essayer. Je suppose que vous avez le représentant du personnel, le syndicat de trade union, c'est pas, vous savez, hein, c'est pas tout à fait comme les syndicats en France.
Et vous pouvez négocier, essayer de trouver un accord, c'est-à-dire si c'est nécessaire, vous travaillez soit au bureau, soit à l'usine, soit à la maison. Et, si vous travaillez, hein, si les gens même télétravaillent, on ne peut pas considérer comme quelque chose des jours ou des moments où on ne travaille pas. Non, ça c'est il faut vraiment avoir quelque chose. On dit les gens au bureau, vous venez 4 jours par semaine, hein, ou bien 2 jours à la maison, 2 jours au bureau. Du coup, vous avez un jour dans lequel vous ne travaillez pas. Dans ce cas-là, vous négociez une réduction de rémunération. C'est tout à fait possible. Ou bien vous essayez d'avoir de l'aide du gouvernement, du quartier, des zones économiques, industrielles. Et il y a pas mal de façons de traiter ce sujet. Encore une fois, le chômage technique est comme le chômage partiel. Si on passe par cette raison, il est difficile. Merci Antoine. Nicolas, si tu veux compléter. Donc, dans les cas où les entreprises ont des difficultés, il y a une solution qui consiste à payer le salaire moyen minimum garanti, le salaire minimum garanti de la ville où elle est basée. Ce salaire minimum garanti est différent dans chaque ville. Donc, le terme chinois, je vais vous le faire en live, c'est Jui Di Gongji Biaojun. Voilà. Merci pour les applaudissements. Alors, le salaire minimum par ville garanti est par exemple 2480 RMB à Shanghai, 2200 RMB à Pékin, 2050 RMB à Tianjin, 2100 RMB à Guangzhou et 2200 RMB à Shenzhen. Et ensuite, ça se décline dans des villes plus petites. La règle générale, c'est qu'à partir du second cycle de paiement, c'est-à-dire donc le deuxième mois, l'entreprise peut payer un salaire réduit qui est équivalent à ce minimum garanti par ville. Donc, par exemple, à Shanghai, la date de reprise du travail après la semaine de congé étendu était la reprise au 10 février. L'entreprise doit payer le mois de février au salaire complet et à partir de mars, il est possible de payer le salaire minimum de la ville. Dans les autres aides, comme l'a dit tout à l'heure Antoine, à Shanghai, l'administration a réduit les charges patronales de 50% pour mars et avril. Mais si l'entreprise décide de payer le salaire minimum garanti, elle doit cependant continuer à cotiser sur le salaire complet. Voilà, donc alors cette solution de passer au salaire réduit, bon, c'est une aide pour l'entreprise. Ça peut être très violent pour les employés. Donc, c'est là encore une question de négociation, de raisonnable. C'est dans la difficulté qu'on voit aussi la réaction des gens. Et donc, ça peut aussi, j'allais dire, être des occasions, entre guillemets, si je peux me permettre le terme, de faire un peu le tri, hein, si je peux me permettre ce genre de forme. Merci, voilà. Merci Nicolas. Une question qui nous intéresse en cas de retour du virus et aussi qui va intéresser la France. Question pour Antoine et François. Quelles mesures adopter si l'un des salariés d'une entreprise est touché par le coronavirus et quelle communication l'entreprise doit prendre dans ce cas de figure? François, si tu peux commencer. Donc, nous, on a mis en place, je pense que ce qui a été une mesure standard, hein, je pense pour l'ensemble des sociétés. Donc, ça a été un retour, donc 3 jours en arrière, identification de tous les contacts du salarié malheureusement infecté et mise en quarantaine de l'ensemble. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont été à proximité de cet employé, plus l'employé lui-même, bien sûr, en quarantaine donc de 14 jours. Alors, concernant la communication,
Je pense que ça, c'est sûrement un deuxième enseignement de cette crise, c'est que la communication est fondamentale, la communication interne est fondamentale. Bon, c'est vrai que chez nous, on a mis vraiment beaucoup de soin à avoir une communication extrêmement régulière, quotidienne, multi-quotidienne, et avec un objectif, c'est de montrer que il y avait un pilote dans l'avion, qu'il y avait un management qui savait exactement ce qu'il faisait, et que l'ensemble des employés pouvaient venir en toute sérénité dans l'entreprise et qu'ils y trouveraient un environnement de travail sécurisé. Et je pense que dans ce cadre-là, cette communication interne, elle construit de la confiance, et la seule façon de construire la confiance, c'est la transparence. Donc, pour moi, il y a même pas, enfin, la question se pose même pas. Bien sûr, il faut absolument communiquer sur tous les cas en interne. Merci. Merci beaucoup, François. Antoine, si tu veux compléter. Oui, juste quelques mots. Je pense ça dépend. Si un salarié sent mal, il a des symptômes très forts au bureau, et dans ce cas-là, nous, on dit il faut accompagner cette personne, ce salarié, d'aller à l'hôpital tout près du bureau. Hein, l'hôpital tout près de chez nous, il y a le United Family, avec qui on a passé un message. On dit si chez nous on a quelqu'un au bureau qui sent mal, on va vous envoyer. Et si un salarié sent très mal à la maison, on demande à tout le monde, salarié, comment dirais-je, d'informer le département de ressources humaines, hein, pour qu'on sache dans un premier temps. Et après, ça c'est pour les salariés tombés malades. Après, pour ceux qui sont toujours au bureau, on dit, dans ce cas-là, on regarde s'il y a des gens qui ont beaucoup de contact avec la personne, et on fait soit des quarantaines, soit des observations particulières sur les collègues. Pour l'instant, c'est ça. J'ai un ami qui est un GM d'une société à Wuhan. Ils ont commencé les activités déjà. Je crois que leur pratique est pas mal. C'est juste à côté de l'entrée, ils ont créé une pièce. Hein, une pièce dans laquelle il y a pas mal d'équipements médicaux. Hein. Si un salarié qui travaille dans l'usine, c'est une usine de production, si quelqu'un sent mal, tout de suite, la personne a été amenée dans cette pièce spéciale et pour se reposer d'abord, et puis ils font appel à un médecin. Et bon, ça c'est quelque chose comme ça. Et après, le reste, c'est comment traiter les salariés qui ne sont pas malades. Voilà. Merci, Antoine. J'ai ajouté quelque chose, parce que il y a un point, en tout cas un élément de réflexion auquel justement cette situation d'épidémie nous a conduite, c'est que du coup on s'est posé la question à la fois dans les usines et sur tous les sites de bureaux, de séparer les gens et d'arriver à créer des cloisons physiques entre équipes. Donc par exemple, lorsqu'on parle d'une usine, effectivement, se dire entre les deux équipes qui vont venir travailler successivement, je mets 1 heure d'écart de façon à ce que les équipes ne se croisent pas et que j'ai le temps de désinfecter entre les deux. C'est un exemple. Hein. Ensuite, partager encore une fois la réflexion qu'on a eue. À un moment donné, on s'est posé la question, enfin on l'a fait de fait, de séparer les équipes de direction en deux. Et donc qui ne se voient pas, donc qui pendant un certain temps sont restés séparés dans des salles différentes, de façon à ce que si jamais on avait un cas d'infection sur une équipe, l'ensemble de l'équipe ne se retrouve pas en quarantaine. Merci beaucoup. C'était la dernière question.
Donc, nous vous remercions, chers élus, d'avoir partagé votre expérience durant cette crise et de continuer de le faire. Donc, crise qui nous concerne tous. Et merci à nos auditeurs d'avoir été parmi nous. Comptez sur le soutien de la Chambre pour être à vos côtés. Notre panel est aussi à votre disposition gratuitement et continuera de l'être en Chine, mais aussi en France. Et ça, c'est important. Et pour le mot de la fin, prenez soin de vous et de vos proches. Merci.